Ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est sur le caractère politique de l'enjeu relatif aux paradis fiscaux. Sur la question, sur la question du pouvoir qui est en jeu par ces législations-là. Et il s'agira dans un premier temps de les définir d'une manière technique et ensuite d'une manière peut-être plus politique, d'expliquer quel est le rôle du Canada dans leur élaboration, dans leur apparition dans l'histoire, faire un tour d'horizon des coûts que représentent les paradis fiscaux pour les citoyennes et les citoyens des États traditionnels, des États de droit qui écopent de cette réalité. Et enfin, aborder les solutions qui sont en cause, qui sont discutées, qui sont soulevées à l'échelle internationale quand vient le temps de poser le problème, notamment à l'OCDE et au G20. Essayer de voir où on en est aujourd'hui. Et mon travail consiste en deux choses. Là. C'est d'une part à essayer de comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit cette question des paradis fiscaux, avant qu'on se positionne dans tel ou tel État à titre d'actrices ou d'acteurs sociaux de tel ou tel milieu. Mieux vaut avoir un tour d'horizon du problème. Et l'autre point qui est plus lié à ma formation en philosophie, souvent on peut se demander qu'est-ce que va faire un philosophe dans cette galère, c'est de voir que les paradis fiscaux constituent un problème tellement grave, tellement profond, tellement fondamental, qu'il se trouve à affecter les concepts qu'on utilise pour en parler. C'est un problème qui est tellement majeur qu'il affecte la sémantique des mots qu'on mobilise pour l'évoquer. Un mot comme souveraineté, justement, change de sens, non pas du point de vue de la philosophie politique en termes de corpus, mais du point de vue des modalités d'application, enfin du point de vue de la référence qu'on en a. Aujourd'hui, le terme souveraineté change. La loi, le crime, la frontière, le droit sont des termes qui sont affectés par le phénomène offshore, et c'est ce que j'aimerais au moins effleurer aujourd'hui. Déjà, les paradis fiscaux, on les connaît ne serait-ce qu'intuitivement. Là, on sait qu'ils sont concentrés dans la Caraïbe britannique, ou que ce sont de petits États européens, ou encore des législations asiatiques. Dans le premier cas, on aurait bien entendu les îles Caïmans, les Bermudes, la Barbade, Trinité et Tobago, Saint-Vincent et les Grenadines, bon, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Ce sont des dépendances britanniques qui relèvent la couronne britannique soit comme étant indépendant, comme le Canada, ou soit comme territoire outre-mer, c'est un euphémisme pour désigner des colonies, qui relèvent de la couronne britannique, mais qui ont une autorité locale en exercice. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, un parlement, un drapeau, des frontières qui sont bel et bien reconnus. Et le gouvernement de Londres, qui gère les destinées du Royaume-Uni, n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne ce qui se passe, ce qui se décide dans les dépendances britanniques de la Caraïbe ou dans les petites îles qu'on a dans la Manche, l'île Jersey, et ainsi de suite. Ce sont des gouvernements locaux qui ont, on pourrait ainsi dire, les pleins pouvoirs. Bon. En Europe, on aura bien entendu le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, la République maltaise, l'île Jersey, justement, et la City de Londres, qui est une sorte de législation à l'intérieur de la ville de Londres. C'est un périmètre qui existe depuis des siècles à titre d'autorité politique et qui est indépendant du gouvernement de Londres et qui abrite essentiellement des grandes banques. Et en Asie, on a les îles Marshall, Singapour et d'autres législations du genre. Et en fait, comment on définit techniquement les législations de complaisance? Je pense que je ne veux rien vous apprendre, mais pour mémoire, là, et là d'une manière assez consensuelle, on dira qu'une législation de complaisance, un paradis fiscal, comme son expression l'indique, est une législation où, sur un certain nombre de structures et d'activités, il n'y a pas d'impôt qui s'applique, ou presque pas. Il y a un taux d'imposition nul ou quasi nul. Donc, vous êtes à Montréal, vous gérez une activité ou une entreprise mène des opérations ici. Si elle déclare un revenu au fisc, elle paiera des impôts sur ce revenu-là. Si elle transfère ce revenu-là, si elle le délocalise, si elle délocalise des bénéfices sur un mode factice dans une entité créée dans un paradis fiscal, à ce moment-là, ces fonds-là ne seront pas imposés. Bon, ça, c'est le premier point, c'est le premier aspect qui définit
ces législations-là. Le deuxième aspect concerne la loi, le rapport à la loi. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Une législation de complaisance, moi je préfère utiliser cette expression-là et je m'expliquerai en quoi. Un paradis fiscal ou une législation de complaisance est un État ou une autorité publique, en tous les cas, dans lequel la loi est parodiée. La loi existe pour neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs dans le monde. C'est sa vocation. La vocation du droit, c'est de neutraliser le droit tel qu'il s'applique ailleurs. Vous faites face à un régime de droit en Allemagne comme contribuable particulier ou comme entreprise. Vous devez respecter un certain nombre de normes, de règlements, de contraintes, de règles. Quand vous allez au Liechtenstein, le droit du Liechtenstein consiste à neutraliser celui de l'Allemagne. C'est comme si dans un paradis fiscal ou une législation de complaisance, le droit se retournait comme un gant. Ou dans une métaphore photographique, c'est comme si on avait le négatif de la loi. Et vous aurez, quand vous lisez les textes de loi des législations de complaisance, vous avez des textes de loi qui sont ultra permissifs. Les libellés vont dire, en gros, dans notre législation, si vous créez un trust ou une société exemptée, la dite société peut être administrée par n'importe qui, être représentée par n'importe quel juriste d'entreprise présent sur notre territoire, administrer n'importe quel capital. Le conseil d'administration peut être constitué de n'importe qui, être représenté par n'importe quel prête-nom, se rencontrer n'importe où, gérer, bon, ainsi de suite. J'ai tendance à dire que c'est la réalisation macabre du slogan jadis généreux de mai 68, là, il est interdit d'interdire. Bon. C'est sur ce mode-là que la loi est pensée. Et surtout, l'enjeu de la loi porte sur des questions qui excèdent largement la seule préoccupation fiscale. Bien sûr que la plupart des législations de complaisance sont des paradis fiscaux, où on peut, ici ou là, créer une entité, trouver une façon de transférer des actifs qui sont en réalité ici, ou en tout cas dans l'état où on est en opération, mais qui seront facticement ou par des jeux d'écriture formellement administrés là-bas, de façon à ce que le revenu qu'on enregistre dans les filiales et les comptes bancaires créés là-bas échappe au fisc, puisque là-bas, il sera imposé à 0 ou à 0,25 %. Donc, beaucoup de législations de complaisance sont des paradis fiscaux. Et des paradis fiscaux qui ont des vocations différentes. La Suisse est beaucoup formatée, façonnée pour convenir au fisc français, notamment, pour permettre à des particuliers de contourner le fisc là-bas. Témoin, l'affaire de Jérôme Cahuzac, le ministre français du budget, qui fraudait lui-même sa propre administration en Suisse. Bon. La Suisse et Monaco sont aussi des législations pour les particuliers fortunés, notamment dans le domaine des affaires, du sport, des arts. L'île Jersey est un endroit de prédilection pour, par exemple, des travailleurs autonomes dans le domaine de la médecine qui travaillent en Arabie Saoudite quelques années et se font un petit capital. Quand ils savent vraiment mal gérer leurs affaires, ils se font seulement 600 000 $ en quelques années et ils transfèrent leurs biens ensuite à l'île Jersey, qui est une législation notamment adaptée pour ce type de particulier-là. Bon. La Barbade est le paradis fiscal des Canadiens. Les entreprises canadiennes ont délocalisé 71 milliards de dollars à la Barbade à ce jour, au minimum, parce que les lois de la Barbade et les relations complaisantes entre le Canada et la Barbade favorisent la chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on retrouve quelques 80-90 législations de complaisance dans le monde, c'est parce que chacune d'entre elles offre des produits financiers et des avantages législatifs particuliers. J'ai tendance à les comparer à des boutiques dans un centre commercial. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose au Panama qu'aux îles Marshall. On ne fait pas la même chose au Liberia qu'au Delaware. Et au fond, le problème de la mondialisation, c'est qu'il se traduit par un dumping législatif et notamment fiscal, dans la mesure où les États sont mis en concurrence les uns contre les autres pour attirer le capital,
en réduisant toujours davantage les exigences qu'on prévoit à son endroit. Et les législations de complaisance sont en quelque sorte des États, au fond, complètement téléguidés par le capital. Ce ne sont même plus des États au sens traditionnel, ils constituent un deuxième régime d'État qui, très souvent, louent leur souveraineté ou abdiquent leur souveraineté pour permettre au capital de se donner des États de rêve, des fantasmes d'États de banquiers, dans même secteur d'activité. Et pas seulement par rapport au fisc. Bien sûr, la plupart sont des paradis fiscaux, mais il y a également des ports francs, des zones franches, des paradis réglementaires de tout genre. Et l'expression législation de complaisance que j'ai concoctée est en quelque sorte une catégorie générique de tous ces États-là. Pour insister sur le fait qu'ils ne portent pas seulement sur le fisc, mais sur toute réalité légale. Je suis à Montréal, je ne peux pas embaucher d'enfants à $1 par jour. Mais si je délocalise mon entreprise au Bangladesh, je pourrais. Je suis à Montréal, je ne peux pas prétendre ne payer aucun impôt sur mes revenus. Mais si je délocalise ces actifs-là aux Bahamas, je pourrais. Je suis armateur à Montréal, je ne peux pas, si j'immatricule un navire au port de Montréal, ou enfin au Canada, s'il bat pavillon canadien, je ne peux pas ne pas respecter un certain nombre de normes sur l'entretien des navires, sur l'obligation d'avoir une double coque, sur les lois au travail des marins, la sécurité au travail, le droit à la syndicalisation. Mais si ce même navire est immatriculé au Libéria, tout devient possible. Je peux polluer, je peux exploiter, je peux négliger l'entretien de mon navire. Si je suis dans le domaine de l'assurance ici, j'ai un certain nombre de normes à respecter sur les effets de levier. Je ne peux pas emprunter autant de capitaux que je veux sur les marchés d'emprunt pour jouer ces fonds-là à la bourse. Il y a un paramétrage. Si je délocalise mes actifs aux îles turques et caïques, qui est un paradis de l'assurance, là, je pourrais. Je pourrais même m'assurer moi-même. C'est-à-dire, sur la base de mes fonds, créer un programme d'assurance qui me convient, une police d'assurance faite sur mesure. Pour moi, évidemment, les prestations seront fort avantageuses ou elles seront très élevées s'il s'agit d'envoyer le plus de capitaux possible dans ce paradis fiscal. S'il s'agit de blanchir des fonds issus du narcotrafic, on passe par le Panama, parce que c'est une lessiveuse de fonds des narcotrafiquants tout à fait éprouvée. Et le reste est le reste. C'est une plateforme pétrolière qui sera active dans des eaux internationales, sera enregistrée aux îles Marshall. Une société minière sera créée au Canada. 75% des sociétés minières mondiales sont ici. Ce n'est pas parce que les administrateurs de sociétés minières aiment la poutine, c'est parce que dans le monde, on a compris qu'en enregistrant une société au Canada, on bénéficie d'avantages législatifs qui n'ont rien à voir avec l'économie canadienne et qui permettent l'essor de cette industrie-là en tant qu'elle est présente partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que si on cite au hasard une société minière dans le monde, il y a 3 chances sur 4 qu'elle soit canadienne. En ce qui concerne le pari sportif, c'est Singapour, ainsi de suite. Bon. Donc, le problème, c'est Marie-Christine Dupuis-Danon qui en parle très bien dans son livre « La finance criminelle », c'est lorsque une entreprise est sujette à commettre un acte illégal ou à prendre une décision sur quelque chose, une action délictueuse, la question est moins de savoir si on risque de se faire pincer que de savoir en fait où enregistrer l'entité qui formellement prendra la décision pour que celle-ci devienne légale. Donc, au fond, la mondialisation a permis, avec le développement des paradis fiscaux, l'apparition d'un vaste éventail de législations qui rendent légal ce qui est interdit chez soi. Ça, c'est le deuxième point qui est très important, c'est-à-dire que les paradis fiscaux et bien au-delà, les législations de complaisance rendent nos lois stériles pour toute une catégorie de la population que sont les personnes morales puissantes. Je ne pense pas aux PME nécessairement qui n'ont pas autant beau jeu dans ce monde offshore-là, mais bien sûr aux grandes entreprises et dans une autre mesure aux particuliers fortunés. Le troisième point porte sur le secret. Depuis 1934, en Suisse, c'est un précédent, on a des États qui se dotent d'un secret bancaire extrêmement opaque.
et en quoi consiste la loi sur le secret bancaire dans les législations de complaisance, Bahamas, Bermudes, Caïmans, Suisse, Liechtenstein, Hong Kong, et ainsi de suite, c'est de soumettre à des sentences, à des sanctions au pénal des administrateurs travaillant dans des institutions ou des organisations bancaires contre la divulgation d'informations à un tiers. Donc, il est rigoureusement prohibé au pénal de divulguer quelque information à un juge d'instruction français qui mènerait une enquête sur un contribuable français, à un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Sûreté du Québec, ou de l'Agence québécoise du fisc sur un ressortissant d'ici, ou l'IRS, ainsi de suite. C'est impossible. Et on en a une preuve retentissante ces jours-ci, puisque le lanceur d'alerte à qui on doit ce qu'on a appelé le LuxLeaks, c'est-à-dire une série de révélations sur la façon dont le Luxembourg, par des rescrits, c'est-à-dire par des mesures préalables sur l'application de la loi au Luxembourg, a rendu possible l'évitement fiscal au profit d'un certain nombre de grandes entreprises en Europe. Celui qui a rendu public cet accord-là, qui est à la limite de la constitutionnalité, est aujourd'hui poursuivi au Luxembourg et risque de passer des années en prison parce qu'il a divulgué cette information-là en raison des lois sur le secret bancaire au Luxembourg. Et Antoine Deltour est menacé aujourd'hui, en même temps qu'il a été nommé par le Parlement européen citoyen de l'année. Bon, ça en dit long sur une certaine confusion là, dans l'Union européenne. Évidemment, l'OCDE, le G20, a travaillé à démanteler le secret bancaire par une directive dite la divulgation d'informations pays par pays, sur le mode d'un échange automatique d'informations qui devrait entrer en vigueur en 2017. C'est un mécanisme fort perfectible, mais qui constitue, comme souvent, une petite avancée, mais pas satisfaisante. Et ce mécanisme-là, qui a été initié par le G20 et par l'OCDE, consiste à obliger les pays à une date donnée, une fréquence régulière, à rendre accessibles des données auprès de l'administration fiscale où se trouve le siège social d'une entreprise. Donc, si une entreprise comme Québécois ici ou Total en France a des filiales dans d'autres pays du monde, bien, les différents pays doivent rendre accessibles les données qui concernent cette société-là auprès de l'administration fiscale du pays où se trouve le siège social, celle-ci devant faire la même chose ensuite auprès de toute administration fiscale du monde qui demanderait des informations. Bon, mais je pourrais rentrer dans des détails techniques, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on sait que la chose est problématique dans la mesure où les pays sont libres de choisir les pays avec lesquels ils conviennent de faire circuler l'information. Donc, la Suisse a seulement accepté de rendre accessible l'information avec les États-Unis et qui a énormément de points aveugles, notamment tous les documents qui sont dans des coffres-forts, notamment toutes les données qui sont dans des zones franches, qui sont les paradis fiscaux du travail. Et aussi le problème du paramétrage qui disqualifie un grand nombre de pays du Sud. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, ainsi de suite, ne pourront pas participer à ce programme-là puisque les exigences administratives sont trop grandes. Bon, ainsi de suite. Donc, c'est fort perfectible, mais il s'agit quand même d'un pas dans la bonne direction, pour ainsi dire, pour utiliser l'adage. Et le quatrième point qui définit un paradis fiscal de manière assez classique, c'est la question de l'absence d'activité substantielle. C'est-à-dire que quand on considère, par exemple, que le plus grand exportateur de bananes au monde est l'île Jersey, puis il suffit d'être allé pour savoir qu'il n'y a pas une banane qui peut pousser là, on comprend que l'administration du capital passe par des jeux d'écriture dans différentes législations avantageuses qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'économie. C'est-à-dire que les paradis fiscaux permettent la délocalisation d'actifs sur un mode tout à fait factice par l'entremise d'ordinateurs. Vous êtes à Francfort, vous êtes à Toronto, vous êtes à New York, vous êtes à Tokyo, depuis un ordinateur, vous téléguidez en quelque sorte une entité que vous avez créée à Hong Kong, au Luxembourg, aux Bermudes, aux îles Seychelles, et vous signez une transaction à partir de ces comptes-là.
Évidemment, si vous exportez des bananes depuis l'île Jersey ou si vous exportez du coltan depuis le Rwanda ou si vous investissez depuis le Luxembourg, matériellement, rien ne se passe là. Par exemple, Amazon, de manière notoire, en Europe, lorsqu'elle gère une transaction qui consiste à permettre à un lecteur français de lire un roman d'une romancière française publié en France par une maison d'édition française qui provient d'un entrepôt en France et qui lui est apporté par un camion qui utilise les routes françaises. Sur papier, tout a lieu au Luxembourg. La transaction a lieu au Luxembourg alors que tout a eu lieu en France. Bon. Donc, c'est tout le problème de la distorsion des données. C'est pour ça qu'on arrive après avec des données qui n'ont aucun sens. Le pays à partir duquel les Européens investissent le plus, c'est le Luxembourg. Le principal partenaire commercial, la Chine, dans le monde, ce n'est pas les États-Unis, c'est les îles Vierges britanniques. Le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus après les États-Unis, c'est la Barbade, une économie de la taille de la ville de Saint-Jérôme. Bon, donc on voit que sur papier, tout est en quelque sorte tordu. Donc, ce serait la façon standard de concevoir les paradis fiscaux. Des législations où le taux d'imposition est nul, où la loi ne s'applique pas, où l'impunité est garantie par une opacité qui empêche toute enquête de la part des pouvoirs publics et, au fond, aucune activité réelle n'a cours, je dirais, sauf pour les zones franches qui sont les paradis fiscaux du travail, où l'on délocalise vraiment des usines pour faire travailler des enfants chinois, des enfants du Bangladesh. Et le modèle de ça, si on veut juste avoir un exemple, là, qui est un modèle qui s'approche de ce que Max Weber appellerait l'idéal type, c'est la société québécoise Gildan, qui a promis qu'elle relancerait l'industrie du textile au Québec, courageusement, qui a été applaudi de la part de tous. La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi massivement des fonds. Le Fonds de solidarité de la FTQ a fait de même. Et Gildan a effectivement créé beaucoup d'emplois dans le domaine du textile en République dominicaine et au Bangladesh, pour ensuite écouler sa marchandise sur le marché québécois, fort de sa réputation, pour thésauriser les profits qu'elle a faits aux Bahamas. Et c'est un modèle d'affaires banal. La mondialisation le permet. Et probablement que si une entreprise ne faisait pas ça et qu'elle était, par exemple, cotée en bourse, elle subirait la pression de ses actionnaire. En disant, votre mandat est de faire en sorte que l'entreprise soit la plus prospère possible. Vos comptables, vos administrateurs ont appris au HEC, financé par l'État, que le travail, ce n'est qu'un coût, l'impôt, ce n'est qu'un coût, qu'on fait des bénéfices en minimisant les coûts et qu'il faut trouver une stratégie pour minimiser les coûts. Et ça tombe bien puisque les gouvernements ont rendu légaux les recours aux paradis fiscaux et aux législations de complaisance de façon à ce que rien ne doit vous priver d'y recourir. Et les gouvernements l'ont fait beaucoup sous la pression de vos lobbies et vous avez bien fait d'investir dans le lobbying. Bon, en gros, c'est ça la situation globale. Et c'est normal qu'on ne sache pas tout à fait comment appréhender le phénomène. Si on voulait le faire politiquement, parce que ça, c'est un tour de point de vue technique sur les choses qui serait, grosso modo, celui de l'OCDE ou de n'importe quel, je dirais, observateur. Si on veut aborder les choses d'un point de vue plus politique, moi, je dirais qu'on peut, d'un point de vue diplomatique, désigner les paradis fiscaux comme des adversaires des États de droit. De la même manière que les États-Unis ont vu pendant des décennies Cuba comme un adversaire. Il n'y a pas de raison que les États de droit ne traitent pas, d'un point de vue formel, ces législations de complaisance sur un mode ferme, en créant un rapport de force. Évidemment, je parle d'un point de vue formel parce qu'on comprend comment les choses se décident par ailleurs, je m'en expliquerai, mais d'un point de vue formel, les États de droit abusent de leur pouvoir législatif. Comment? Une législation comme les Bermudes, ou comme les Bahamas, ou comme le Belize, ou le Panama, vont créer un ensemble de lois qui permettent la création de sociétés de droit. Dans telle législation, on pourra créer une société exemptée. Dans telle autre législation, on pourra créer une société qui s'appelle une société, une International Business Company. Et dans un autre, ce sera une entité ad hoc, Special Purpose Vehicle.
ou sinon ce sera un trust, une fondation caritative, ainsi de suite. À chaque fois, d'une manière standard, il est dit, cette entité que vous pouvez créer chez nous ne sera sujette à aucun impôt, ou à un impôt allant de 0,25 à 2 là, disons, ne sera soumise à aucune loi en ce qui concerne les bénéficiaires réels, l'identité des administrateurs et ainsi de suite, à la condition que ces capitaux-là n'aient rien à voir avec ce qui se passe sur notre territoire. C'est qu'à la condition que ces capitaux-là ne soient pas liés à notre économie. Si un Canadien, une Canadienne crée une poissonnerie à la Barbade et vend des poissons au coin de la rue, elle paie des impôts. Mais si elle crée une société de ce type, une société offshore, elle a le droit, en vertu de cette loi de l'autorité politique en question, d'administrer un capital qui ne concernera jamais l'économie du pays. Donc, autrement dit, la loi que l'on vote ne s'applique pas sur ce qui se produit sur le territoire concerné et excède largement les prérogatives de l'administration souveraine. Il s'agit de créer une sorte de zone tampon entre la législation en question et la législation où se trouvent réellement actives les entreprises et les particuliers fortunés qui bénéficient des avantages réglementaires du paradis fiscal. C'est comme si on permettait aux entreprises, une entreprise qui est présente à Montréal, par exemple, de mettre des actifs dans une grande bouteille, dans une caisse, et de dire au gouvernement canadien et au gouvernement québécois, ce qu'il y a dans cette caisse-là ne relève pas des lois canadiennes et québécoises, mais relève de la loi du Panama. Ce qu'il y a dans ce coffre relève du droit du Panama, et au Panama, on nous dit, oui, cela relève de nos lois à la condition qu'on n'en voit jamais la couleur et qu'on ne sache pas ce qu'il y a dans cette caisse. Et donc, on a créé une zone tampon anomique, une zone tampon où le droit ne s'applique plus. Et c'est comme si on avait élargi les interstices entre les États. C'est comme si les frontières devenaient des zones entre les États. Et les entreprises ont donc pu profiter de ces zones anomiques pour mener un grand nombre d'opérations, ce qui explique qu'il y a 21 000 milliards de dollars aujourd'hui qui sont en circulation dans les paradis fiscaux. 21 000 milliards de dollars étant 21 et 12 zéros pour celles et ceux qui voudraient le noter. Bon, donc, on voit là, et évidemment que les filières criminelles se sont emparées de cette opportunité-là, même si ce n'est pas agi d'un complot ourdi par je ne sais trop quelle mafia pour que cela advienne ainsi. Mais bien entendu que dans le domaine de la prostitution, du trafic de la drogue, du trafic d'armes, de la corruption politique, on utilise massivement ces structures offshore pour mener des opérations illicites. C'est une aubaine. On a des pays où il y a une opacité, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité qui vaille. C'est formidable. Alors, bien entendu, si nous avions à la tête du pays un premier ministre qui croit en l'état de droit, qui croit en la souveraineté politique, au principe des droits et des devoirs applicables équitablement pour tous, plus qu'au selfie, disons. Si c'était le cas, nous aurions quelqu'un qui, de concert avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec la France, et là aussi, il y avait des représentants de l'État qui croient au sérieux de leurs institutions publiques, qui feraient la lutte aux paradis fiscaux, qui diraient aux Bahamas, vos lois, nous les contestons d'un point de vue diplomatique parce qu'elles ne s'appliquent pas sur la façon dont le capital est administré sur votre territoire, mais au contraire, vos lois portent sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf sur votre territoire. Parce que vos lois ont pour effet de conditionner la façon dont le capital sera soustrait à l'impôt chez nous, plutôt que de concerner, au fond, ce qui relève de vos prérogatives. Et il y aurait lieu de faire une lutte politique, plutôt que de voir en ces pays-là des partenaires avec qui on signe des conventions fiscales, des accords de libre-échange, par rapport auxquels on se présente comme étant impuissant, en disant qu'on ne peut pas faire preuve d'ingérence politique, on ne peut pas se positionner, on ne peut pas, en quelque sorte, s'opposer à ce que font souverainement des entités qui, en fait, délibèrent sur la façon dont les choses se passent chez nous, finalement. C'est un petit peu comme si le gouvernement du Québec se mettait à se prononcer sur la façon dont les Belges allaient gérer, composer avec la question de la peine de mort, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi brutal que ça, mais de manière subtile.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ce sont notamment des Canadiens qui ont créé les législations de complaisance de la Caraïbe britannique. Et les paradis fiscaux les plus controversés que nous ayons dans le monde, les Bahamas, les Caïmans, la Jamaïque dans une moindre mesure, Trinité et Tobago certainement, la Barbade, sont l'œuvre de Canadiens. Bon, et là, il faudrait que je fasse tout un récit. J'ai fait un livre là-dessus, 400 pages de plaisir sur le rôle du Canada comme pionnier des paradis fiscaux des Caraïbes, qui s'intitule « Paradis fiscaux, la filière canadienne ». Et dans ce livre-là, on a une ligne du temps où on voit par étapes comment des Canadiens ont créé les lois offshore de ces pays-là. Comment ça s'est passé? Disons qu'il y a une généalogie en 3 temps. Dans un premier temps, à l'époque coloniale, la Colonial Bank à Londres, qui avait pour mandat de veiller à l'intendance en ce qui concerne les questions financières dans les colonies britanniques de la Caraïbe, a confié en quelque sorte en sous-traitance à la Halifax Banking Company ce travail-là. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, ce sont beaucoup des banques canadiennes qui sont devenues la Banque royale du Canada, la Banque Scotia et la CIBC, qui ont été présentes dans les colonies britanniques de la Caraïbe pour veiller au fonctionnement des affaires financières. Puis à l'époque, ça voulait dire, bien avant Internet, ça voulait dire faire circuler de l'information sur les taux de change, veiller à ce qu'il y ait de la liquidité, parfois émettre de la monnaie pour ces législations-là. Et aussi, cela a signifié, pour les banques canadiennes, le fait d'être les intermédiaires particuliers d'investisseurs américains qui devaient passer par le réseau canadien de banques parce que les banques américaines, jusqu'en 1930, ne pouvaient pas sortir de la législation américaine. Donc, les banques canadiennes ont été en fait beaucoup plus présentes dans la Caraïbe britannique pour soutenir le capital américain qui investissait massivement dans l'électrification, le transport, l'agroalimentaire avec United Fruit et les colonies, quitte à souvent susciter des émeutes parce que les banques canadiennes prêtaient volontiers aux grandes multinationales américaines, enfin aux grands trusts américains, mais très, très peu aux acteurs locaux. Le pêcheur du coin n'arrivait pas à avoir un prêt de la Banque royale, en tout cas très difficilement, à des conditions fort désavantageuses par rapport à ce qu'obtenait la grande entreprise. Donc les banques canadiennes étaient déjà là. Et au lendemain du plan Marshall, quand les Américains ont créé cette monnaie mondiale qui est devenue le dollar, à l'époque on disait le dollar c'est notre devise, mais c'est votre problème parce que vous en avez tous, vous avez intérêt à ce que cette devise vale beaucoup. À cette époque-là, on a vu apparaître les euro-dollars. Et il y a eu les pétrodollars et tout ce brassage d'argent de la part de banquiers qui concernait une devise qui n'était pas libellée dans celle du pays où ils étaient actifs, a généré la planète financière. Et on s'est rendu compte depuis Londres qu'il valait mieux, depuis les paradis fiscaux, gérer ce capital-là parce qu'on y aurait accès sans qu'aucune législation n'ait de mot à dire. Et c'est à ce moment-là que des banquiers canadiens, étant déjà présents dans la Caraïbe britannique, ont joué de leur influence pour obtenir des lois de la part de ces législations-là qui allaient leur donner toute latitude. Et on a créé des États sur mesure pour les banques. Je veux dire, aux Bahamas, en 1964, le ministre des Finances était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, à moins d'avoir subi une lobotomie, il pouvait le jour gérer un État qui était conforme aux intérêts de la banque qu'il avait pour mandat d'administrer le soir. Et on avait en Donald Fleming, un ancien ministre des Finances, de Diefenbaker, qui a écrit les lois qu'ont finalement voté formellement les parlementaires pour jeter les bases de ce paradis fiscal que sont devenus les Bahamas. Et en même temps, Sir Stafford Sands, qui était ce ministre des Finances, était aussi, et c'est la 3e ligne généalogique de la création des paradis fiscaux, était aussi ministre du Tourisme, ce qui n'était pas banal. Parce que le ministre du Tourisme, c'est celui qui avait pour la responsabilité des casinos et de l'hôtellerie, qui était fort utilisé par le crime organisé pour blanchir des capitaux issus du trafic de la drogue. Et c'est là où on a vu cette période un peu folklorique des Bahamas, où des types un peu louches arrivaient avec des mallettes de billets de manière très, très régulière pour les déposer dans des comptes bancaires. Et quand l'administration américaine a trouvé que ça allait un peu loin, aux îles Caïmans, Jim McDonald du Parti conservateur, au nom de la... Non, c'est... Donald Fleming travaillait au nom de la Scotia, mais lui, à titre d'avocat, a créé le cabinet d'avocats McDonald & Maples, qui est devenu Maples aujourd'hui, et qui était spécialisé non seulement dans la délocalisation d'actifs dans les paradis fiscaux, mais dans la création même de paradis fiscaux. Et donc, on doit à McDonald ces lois blindées en ce qui concerne le secret bancaire aux îles Caïmans.
Et on peut parler du gouvernement du Canada qui a créé de toutes pièces la Barbade en signant un accord de non-double imposition en 1980 qui permet aux entreprises de délocaliser des actifs à la Barbade, payer 0,25 sur ces actifs-là et les transférer au Canada sans payer d'impôts. Ça montre que le Canada a un rôle important à jouer dans la création des paradis fiscaux. Et quand on dit ensuite que les paradis fiscaux permettent des opérations légales, c'est parce que d'une part, ici, on a créé des échappatoires pour permettre le transfert de fonds de la part de grandes entreprises dans ces législations-là, et que par ailleurs, ces législations-là ont été créées par des gens d'ici, des banquiers d'ici, pour permettre au capital d'être administré aussi sur un mode correspondant. Et un des exemples les plus parlants, et je vais m'en tenir à cet exemple-là, c'est le fameux accord dont j'ai souvent parlé, là, qui est fort problématique, qui ne devrait tellement pas exister, je comprends. À chaque jour qu'il existe, on peut s'en étonner. C'est l'accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade, qui date de 1980. Et cet accord-là, on va pouvoir un peu ce qu'est un accord de non-double imposition. Là. Un accord de non-double imposition a du sens quand il est signé entre deux États qui se ressemblent. Si le Canada signe un accord de non-double imposition avec la Barbade, que Bombardier crée une filiale pour ses affaires internationales à Berlin, ce qui est le cas, mène des opérations, signe des contrats, engrange des capitaux, déclare un revenu, paye des impôts, puis à un moment donné transfère ces revenus-là au Canada pour toutes sortes de raisons, on peut comprendre que Bombardier, dans une économie libérale, qu'on l'aime ou pas, dise au gouvernement du Canada, j'ai déjà payé des impôts en Allemagne sur ces fonds-là. D'ailleurs, le taux d'imposition en Allemagne est plus élevé qu'ici. Donc, je ne vais quand même pas être imposé deux fois sur le même revenu. C'est ça la logique. Mais, quand le Canada signe un accord de non-double imposition avec la Barbade, on nage en pleine folie parce qu'il ne se passe rien à la Barbade. Lorsque les entreprises canadiennes transfèrent des fonds, elles n'investissent pas. Il n'y aura pas les Jeux olympiques dans 2 ans. Il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas de chantier maritime qui se développe. Il n'y a pas d'entreprise qui se développe. On n'investit pas dans un savoir particulier, dans de la main-d'œuvre, dans la recherche et le développement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait transiter des fonds à la Barbade en prétextant y avoir une activité, mais c'est seulement sur papier. Et parce que cet accord-là, on peut dire, ben voilà, les capitaux que j'ai enregistrés là-bas, parce que je suis à Montréal, j'ai des clients espagnols, je fais le travail ici, j'envoie ma marchandise en Espagne, mais ma facture part de la Barbade, et donc elle est honorée auprès de ma filiale à la Barbade. Le profit est enregistré là, j'ai payé 0,25 d'impôt, c'est dégueulasse. Si je transfère les fonds ici, je ne vais quand même pas en payer 2 fois. Et c'est ça qu'on a organisé comme échappatoire. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement, en fait, ces mécanismes-là qui sont utilisés sur un mode récurrent là, pour comprendre que la Barbade soit le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus après les États-Unis. Avant la Chine, avant l'Allemagne, avant le Brésil, avant la France, les entreprises canadiennes ont placé 71 milliards de dollars à la Barbade. Bon. Donc, peut-être que je pourrais en venir à la fin en insistant sur 2 choses. Si on veut évaluer combien nous coûte cette réalité offshore, là, le fait, comme le dit Marie-Christine Dupuis-Danon, que les entreprises aujourd'hui ont un beau jeu d'enregistrer des filiales là où ce qui est illégal devient légal, où on peut profiter de ce système de tricherie à la carte. Qu'est-ce qui nous en coûte? Et comment mesurer ce qui nous en coûte? Je pense qu'il faut passer par des considérations sociologiques plus que quantitatives, quoique les données, les estimations quantitatives soient indispensables pour nous donner une grandeur d'échelle. Mais ensuite, il faut penser les choses de manière dynamique. Parce qu'on peut très bien se dire, oui, il y a 200 milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux de la part de firmes canadiennes selon Statistique Canada, une évaluation vraiment prudente si ce n'est pas largement sous-estimé. Mais ce n'est pas tout. Donc, il y a au moins 6 grands coûts qui sont, en quelque sorte, qui expliquent la spirale dans laquelle on se trouve aujourd'hui politiquement, qui expliquent pourquoi l'Observatoire des conséquences des mesures d'austérité de l'IRIS nous présente le Québec de plus en plus comme un pays pauvre. On a fermé la bibliothèque du ministère de la Santé. Il y a de la moisissure dans les écoles. On mégote sur des petits budgets là, pour priver les écoliers d'une orthopédagogue ou pour priver, les toxicomanes d'un centre d'intervention. On en est là à travailler sur la marge d'une manière extrêmement mesquine. Mais pourquoi on en arrive à cette spirale-là? Comment ça se fait qu'on semble avoir perdu toute prise?
Puis si on fait une liste rapide des 6 coûts, on se rend compte que d'une part, évidemment, il y a des fuites fiscales sur un mode hémorragique. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui circulent en raison du prix de transfert, par exemple, en raison de ces mécanismes qui permettent aux entreprises de délocaliser des actifs dans les paradis fiscaux. Ici, je veux dire, par exemple, Google est présente partout dans le monde sur un mode éclaté. Elle confie, elle cède les droits d'utilisation du logo Google, ça vaut des milliards, ça, à sa filiale des Bermudes. Et la filiale des Bermudes facture toutes les entités du monde pour qu'elles utilisent, elles aient le droit d'utiliser le logo de la marque. Donc, à la fin de l'année, on a des milliards de dollars aux Bermudes, alors qu'il n'y a pas un employé qui travaille là. Et partout dans le monde, les entreprises ont pu dire, oui, j'ai brassé beaucoup d'affaires, mais vous voyez, au bout du compte, j'ai une filiale complètement sadique aux Bermudes qui m'envoie des redevances exorbitantes que je dois payer pour pouvoir utiliser ma propre marque. Donc, j'envoie continuellement des capitaux là-bas et ces capitaux-là ne sont pas imposés ici. C'est le jeu qu'on a instauré, que Coca-Cola, Apple, Google, Starbucks et compagnie utilisent. Créer une société qui nous envoie des factures de façon à ce qu'on envoie le plus de capitaux possible dans ses comptes, étant donné que là-bas, ces fonds-là ne seront pas imposés. Donc, Starbucks, à la fin de l'année, dit au gouvernement, « Bien, qu'est-ce que vous voulez? J'ai brassé énormément d'affaires, j'ai un volume d'activité formidable, mais j'ai des factures à payer à mes filiales ou aux autres membres du groupe, de la multinationale que je constitue. Et de ce fait, bien, j'ai plus d'impôts à payer parce que je ne fais pas de revenus. Total, en France, ne fait pas de revenus, par exemple, et ne paie pas d'impôts sur le revenu. Bon. Donc, du coup, il y a le fait que des dizaines de milliards de dollars fuient. Les gouvernements, plutôt que de faire la lutte aux paradis fiscaux, vont les imiter en imposant moins le capital qu'avant. Donc, pour retenir les capitaux, comme disait Michel Audet, ministre des Finances dans les années 2000, la décennie 2000, il disait, bien, pour retenir les capitaux qui ne fuient pas, bien, on va les imposer moins, donc on imite les paradis fiscaux. À la fin de l'année, on n'arrive pas à boucler le budget, alors on emprunte aux institutions financières qu'on n'impose plus. Alors c'est le monde à l'envers, c'est les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des capitaux au capital pour que celui-ci leur permette de boucler le budget, mais ça ne suffit jamais, alors ça ajoute les tarifs. Hausse des droits d'inscription à l'université, hausse du prix du transport en commun, taxe santé, nouveaux impôts, nouveaux tarifs, toutes les solutions à la Luc Godbout qui ne considère que la moitié du problème et occulte toute la réalité des paradis fiscaux. Cinquième point, après, c'est la perte des services publics, dégradation des services publics. Surtout que les tarifs qu'on paye souvent ne permettent pas simplement de combler le manque à gagner, ils permettent de payer le service de la dette ou ils sont affectés à des postes de dépenses étrangers à l'institution qui tarifie. Et il y a les conditions des employés du secteur public qui se dégradent. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler des solutions. Tout ce que je peux dire, c'est que l'OCDE, le G20, les différents pays qui s'attaquent au problème aujourd'hui ou qui font semblant de le faire parce qu'ils sont pressés par leurs opinions publiques, ratent le coche dans la mesure où personne encore n'a osé attaquer de front le problème qui est le rôle des multinationales et la capacité qu'ont les multinationales dans le cadre de la mondialisation de devenir des acteurs à leur tour souverains, de jouir d'une sorte de souveraineté paradoxale qui est celle dont on dispose quand on accède aux avantages conférés par les paradis fiscaux. Et pour le comprendre, et je vais finir là-dessus, il faut avoir en tête, enfin, si on pouvait, puisque le MEDAC est une organisation d'éducation populaire, là, il y a bien ici un endroit où il faut le dire, c'est ici, je pense que nos concitoyennes et concitoyens doivent comprendre que les multinationales ne sont pas des entités unes et que c'est là le problème. Total, Google, Starbucks, Apple, Microsoft, Amazon, ainsi de suite, sont des entreprises qui, en droit, n'existent pas sur un mode 1, mais existent sur un mode morcelé. C'est une myriade d'entités multinationales qui, en droit, sont indépendantes les unes des autres. Et elles peuvent entre elles s'envoyer des factures, elles peuvent entre elles se prêter de l'argent, elles peuvent même, si elles sont complètement folles, se poursuivre entre elles, parce que les entités sont autonomes. Hein? Shell, aux Pays-Bas, ne peut pas être condamné par une juge néerlandaise pour ce que fait Shell Nigeria ou Nigeria. Ce sont des entités autonomes. Et le problème, c'est qu'on est face à des entités qu'on ne peut pas superviser parce que les souverainetés nationales sont confinées à leurs frontières, tandis que ces souverainetés multinationales, elles, arrivent à transcender les frontières étatiques et à
profiter des avantages législatifs là où elles sont, tout en disparaissant quand vient le temps d'assumer les contraintes, les devoirs, et pas seulement de bénéficier des droits. Et l'avenir est dans une approche qui consiste à chercher à imposer, à contrôler du point de vue du droit les multinationales comme entité consolidée, comme entité globale, par rapport à leur bilan consolidé. Et je pense que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec pourrait très bien, avant qu'une ONU un jour existe pour imposer globalement ces entités-là, dire désormais on rompt avec le principe du lieu de résidence quand vient le temps d'imposer et on rompt avec le principe de la déclaration fiscale de l'entité qui est chez nous par rapport à un grand groupe. On considère les résultats du groupe, on considère son bilan consolidé, on considère ce que le groupe prétend avoir en termes d'actifs à ses actionnaires et on, par une méthode qui peut être éprouvée sur le nombre d'employés, les investissements, les actifs, le capital, et ainsi de suite, on établit quel pourcentage du rendement de l'entreprise relève de sa présence sur notre territoire. Et on dit à Google, 2,5 % de vos actifs relèvent de votre présence chez nous et on va vous imposer là-dessus, peu importe que les capitaux soient aux îles Caïmans, au Luxembourg ou aux Bahamas, quoi. Et donc, c'est une approche qu'aucun gouvernement n'a encore le courage de mettre en avant, parce que ça supposerait mettre en avant quelque chose qui ressemble enfin à une solution valable, qui risque vraiment de mettre fin au problème des paradis fiscaux. Mais c'est bien cela que nous pouvons mobilisé à titre de revendication.